Donc la partie suivante donc correspond aux enjeux actuels. En tout cas, c'est comme ça qu'on a intitulé cette session. Et nous allons commencer par un duo de choc, donc Agathe et Nadia, qui vont nous parler de l'évolution à long terme. Comme vous le savez, justement, toute la prise en charge dont on parle depuis tout à l'heure a permis aujourd'hui un suivi à long terme de ces patients et puis a mis en évidence finalement des problèmes médicaux pouvant survenir à beaucoup plus long terme que les premières années de vie. Et donc, c'est ce qui va vous être exposé. Merci Marc. Alors, on va faire ça en fait en deux parties. Évolution à long terme, on s'est dit qu'on a réfléchi, c'était surtout mortalité. Et donc, on s'est partagé le travail. Donc, Nadia va parler de la vraie vie, de sa cohorte de patients. Et moi, je vous parlerai de la littérature, en tout cas de ce qu'il y a dans la littérature. Et donc, on va commencer avec une série de questions auxquelles, justement, on a essayé de répondre dans la mesure du possible. Hein. L'intérêt de ce topo est aussi de vous faire intervenir, vous, par rapport à votre expérience et à votre expertise, surtout. Ça, ce sont les conflits d'intérêts, les liens d'intérêts. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est mortalité des patients de Gaucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la survie globale de ces patients? Quelle est l'espérance de vie de ces patients? Donc, est-ce que pour vous, les patients ayant une maladie de Gaucher ont une espérance de vie réduite par rapport à la population générale? Donc, si c'est oui, vous levez la main. Oui. Standard. Standard. Vous avez un patient, il vient à votre consultation et il peut vous dire, au diagnostic, est-ce que je vivrai aussi longtemps que dans la population générale, que ma sœur qui n'a pas la maladie de Gaucher, par exemple, dont on est sûr. Donc, levez les mains. Ça, c'est la dernière question, traitée ou pas traitée. Donc, OK, il y a un consensus pour dire qu'ils vivent moins longtemps, quand même. Non? Oui. Oui. Alors, la durée? Alors, oui. 2 ans de moins, 3 ans par rapport à la population générale, 5 ans? 10 ans, 5 ans? Entre 5 et 10. OK. Est-ce qu'il y a des différences en termes de mortalité en fonction des génotypes? Ça, c'est une question, je pense, importante. Oui. Alors? Quel est le génotype qui... L444P? Vous en avez d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui est plus favorable? N310S, homozygote, hétérozygote? Homozygote et hétérozygote aussi? Aussi, d'accord. Donc ça y est, on a noté, voilà. C'est bien. Hein. La troisième question, c'est de quoi meurent les patients? Voilà. On a déjà entendu des trucs ce matin, donc là, vous êtes un peu aidés. Allez-y, de quoi? Cancer, Parkinson, cœur. Plus que dans la population générale? Pas le cœur. Bon, on verra. Quelle est la morbidité liée à la maladie? Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que vous mettriez peut-être en 3 premiers? Qui sont liés à la maladie. Atteinte osseuse. Morbidité, ça veut dire qu'il nécessite des soins, hein, vous connaissez, des traitements qui impactent la qualité de vie. L'atteinte osseuse. La fatigue. Ce n'est plus un paramètre parce que c'est tellement subjectif et toute maladie chronique égale souvent asthénie. Très bien. Et puis surtout, on ne les a pas souvent dans les... Et ça, j'en parlerai peut-être après avec Margaret sur... Très bien. Et puis pour finir, c'est la question importante, c'est quel est l'effet du traitement sur la morbie et la mortalité? Alors, donc je me suis dit, je vais regarder les patients qui sont suivis à l'hôpital Beaujon, afin de répertorier les causes de morbidité, de mortalité, de répertorier les maladies associées. Donc, on suit les patients au centre de référence des maladies lysosomales depuis 1992 et on collabore beaucoup avec Thierry Billette jusqu'à fin 2016. Donc, la vie d'un centre de référence, on a 129 patients. Certains viennent régulièrement, certains sont traités et certains sont traités par vous et viennent une fois par an ou une fois tous les 2 ans.
On a aussi des patients qui viennent de l'étranger pour avoir des éléments sur les indications du traitement, par exemple, pour savoir s'ils peuvent recevoir le traitement en France. Ces patients ne sont pas inclus dans l'analyse suivante et 16 patients viennent en consultation. Donc on arrive à 122 patients, 117 patients qui ont un type 1 et 5 patients qui ont un type 3. Ces 5 patients type 3 m'ont été transférés lors de la transition enfant-adulte avec Thierry Billette. Vous voyez le ratio homme-femme, on a un peu plus de femmes, les âges extrêmes, 17 ans, et la patiente la plus âgée avec 84 ans. 92 patients ont été traités, donc la majeure partie par un traitement enzymatique substitutif, et actuellement, centre de référence, 6 sont traités par Eliglusta depuis récemment en relais du traitement enzymatique substitutif. Je n'ai pas encore mis d'Eliglusta à un patient naïf de traitement. Alors déjà, je pense que quand on prend en charge une maladie chronique, il faut rester curieux et surtout ne pas dire « Ah, ce patient, il a quelque chose qui n'a pas de rapport, je l'envoie au spécialiste d'organes ». Parce qu'on peut être surpris. Un de mes patients suivis depuis plus de 20 ans va voir l'ophtalmologie pour voir ses lunettes. Et là, il m'appelle en urgence « J'ai quelque chose aux yeux, je ne sais pas ce que c'est, tout le monde est affolé », alors qu'il ne se plaignait de rien. Et de fait, sur son fond d'œil, il y a des taches blanchâtres. Et donc moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'était il y a 2 ans. Ce patient est traité depuis 20 ans maintenant. Et j'ai fait donc la littérature. Et il y a 1 ou 2 cliniques avec des taches blanchâtres qui siègent ici, qui sont en rapport avec des dépôts de glucosylcéramide. Ces dépôts ne disparaissent pratiquement jamais. Le plus souvent, ne sont pas liés à une baisse d'acuité visuelle. Donc, connaître cette manifestation liée typiquement à la maladie de Gaucher. Une de mes patientes également, mais on en avait déjà parlé avec Aris Imran, qui a étudié les manifestations dentaires au cours de la maladie de Gaucher, vient me voir un peu mécontente en me disant « Ah, j'ai des douleurs de la mâchoire, il paraît que ma mâchoire, elle est complètement infiltrée, j'ai de l'ostéoporose de la mâchoire, je regarde, je me dis, elle confond, elle a peut-être eu des biphosphonates. » Et en fait, c'était une lyse de la mâchoire très importante qui a empêché de mettre des implants, qui va bien sûr nous empêcher de mettre des biphosphonates si elle en a besoin. Donc, lyse de la mâchoire en rapport avec la maladie de Gaucher. Et maintenant, comme j'en ai eu un autre, je fais systématiquement des radiographies mandibulaires chez les patients. Certains patients ont également une hyperpigmentation persistante. On pensait que c'était lié à la maladie, à l'hyperféritinémie. En fait, ce sont des dépôts de glucosylcéramide qui persistent et parfois qui persistent malgré le traitement. On a également un cas d'anévrisme de l'artère splénique. Et donc, il va y avoir une publication parce qu'il y a 3 cas dans la littérature. Je crois qu'il y a un cas dans la littérature. Donc, tu as un cas, Christine Serratrice. Nous avons un cas d'anévrisme de l'artère splénique. Et Timothy Cox a un cas. Et donc, ça fait partie directement. On pourra discuter de la physiopathogénie. Donc, ne pas se dire spontanément parce qu'on ne connaît pas. Même nous, on n'en avait jamais entendu parler alors qu'on est soi-disant des experts de la maladie de Gaucher. Restez curieux. Et parfois, les cas cliniques datent de 1985-1990. Polynévrite des membres inférieurs, c'est rapporté dans la littérature jusqu'à plus de 13 à 14% des cas. Nous n'avons que 2 cas et en fait, on ne fait pas d'électromyogramme à tous les patients. Certains patients se plaignent de paresthésie, surtout quand ils s'asseyent, compressive, mais on n'a pas beaucoup de polynévrite des membres inférieurs. Et on a un cas qu'on doit publier avec Catherine Marcel. Vous voyez ce pauvre monsieur qui n'a jamais voulu du traitement et qui a un hématome de la cuisse spontané avec des fractures pathologiques. Et c'est un cas assez historique pour ce patient, a toujours refusé le traitement. Pourquoi a-t-il refusé le traitement alors qu'il était disponible depuis 1992 ? Donc ça, c'est le premier message. Restez curieux devant ces manifestations atypiques de la maladie de Gaucher. Ensuite, les complications sur la durée du suivi. Donc sur tout le suivi, on a eu des cirrhoses. Hépatocarcinome sur cirrhose, 2 patients. HTAP, 3 patients. Le plus souvent, c'est des patients graves. Parkinson, 7 patients, dont 2 patients qui avaient une démence à corps de Lévy. Cholécystite, avec des calculs vésiculaires parfois chez des patients jeunes. Donc un patient qui se plaint d'une douleur abdominale avec de la fièvre, ça peut être une crise de cholécystique sur des calculs. Ostéomyélite, des vraies ostéomyélites, pas des crises douloureuses osseuses chez 2 patients avec une bactériologie positive. Des infections sur cathé central chez 2 patients. Et récemment, un patient a fait une septicémie à Propionobacterium acnes. Pneumopathie, des
gammapathie monoclonale, nous n'avons pas de myélome dans la cohorte que je suis, des hémopathies, 2 patients, myélodysplasie, lymphome B et un cancer de l'ovaire. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à de la casuistique. Et même avec beaucoup de patients, on a du mal à faire des pourcentages. Donc on a envie de pouler nos études, que tous les patients du CETG soient rassemblés, voire tous les patients européens, voire tous les patients mondiaux, pour qu'on réponde à la question, est-ce qu'il y a plus de cancers, etc. Des maladies associées, hypertension artérielle, c'est fréquent dans la population générale. On parlera du diabète. L'impression qu'il y a un peu plus de diabète. On a 2 patients avec des pacemakers, Bouvray, cardiopathie ischémique, dont tous ces patients ne seront pas sous Eliglusta. Un patient sur mixome de l'oreillette, et on n'a pas l'impression que cette maladie favorise des thromboses. Et les 2 embolies pulmonaires qu'on a eues, c'était des patients qui étaient en post-opératoire. Et puis j'ai répertorié les maladies associées. On a 2 patients qui sont VIH, qui ne se portent pas parfaitement bien. Est-ce qu'il y a plus de maladies auto-immunes? Christine Serratrice a publié un très beau papier qui est sorti sur les auto-anticorps, mais il peut y avoir des auto-anticorps, mais pas forcément plus de maladies auto-immunes. Et on a toute une famille là qui a en même temps le gaucher et la spondylarthrite ankylosante, et sont arrivés tous les 3 avec des uvéites en une semaine. Un kératocone, hypothyroïdie, et là on tic, c'est quand même syndrome anxio-dépressif. Et moi, je suis des patients en rhumatologie, en médecine interne, qui ont des pathologies sévères, des spondylarthropathies avec une incapacité fonctionnelle, avec des douleurs, et comme ça, à la louche, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de syndrome anxio-dépressif. On pourra en discuter. Est-ce que c'est une maladie génétique? On sait que parfois, quand ils se marient, tout d'un coup, même si on leur a expliqué la génétique, ils reviennent vers nous, on dit, est-ce que je peux le transmettre à mon fils? Est-ce que, et mon mari peut-il l'avoir? Et donc ça, ce sont des phases d'anxiété qui sont certaines. Et 2 patients qui ont un syndrome d'Asperger, un type 3 et un type 1. Et les complications osseuses chez les patients traités sur la durée du suivi, eh bien en fait, on a très peu de patients actuellement après plus de 10 ans de traitement qui ont des complications osseuses. Et je pense qu'il faut quand même se garder ça en tête, c'est un traitement efficace. En revanche, on a quelques patients qui ont des crises, mais qui sont d'intensité modérée, qui ne nécessitent pas l'hospitalisation, la prise de morphine. Et je pense qu'il y a un site pour lequel il faut être vigilant, parce que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir sur la mâchoire et je me suis fait avoir sur les pieds. Il y a des ostéonécroses de l'astragale, du calcanéum, qui peuvent apparaître avec des facteurs environnementaux supplémentaires. Par exemple, un traumatisme. C'était une fille qui avait joué au tennis. Et j'ai dit, mais non, ça ne peut pas être en rapport avec la maïde gaucher. D'autant que ce n'était pas aussi intense. Et en fait, il n'y avait probablement pas de lésion avant, mais il y avait peut-être une infiltration osseuse. C'est très rare de faire des complications osseuses quand on n'a pas eu auparavant, avant le traitement. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un bon bilan avant. Et puis des douleurs chroniques. C'est ça qui grève un peu le pronostic de la maladie. Des complications de prothèse. Donc on a des patients qui vont très bien, mais la prothèse qu'ils ont eue à 15 ans se décèle et on a besoin de la changer au bout de 15 à 20 ans de vie. Et on a très peu de fractures, en tout cas dans la série. Sur la durée du suivi, 12 patients ont un traitement enzymatique substitutif depuis plusieurs années. 3 patients sont non traités, mais on en a un peu plus. Et les causes, c'est les 15 patients qui sont décédés. Donc, sur ma cohorte, 122 patients, il y a 15 patients qui sont décédés. Donc, la plupart, donc 12 sont traités. Et les causes du décès chez les 3 patients non traités, on a eu un patient qui est arrivé, qui n'était pas suivi. C'était un pauvre petit monsieur maghrébin. Nous, on les appelle les Chibani. Ils font l'aller-retour entre le Maghreb, où ils restent parfois 8 mois, et puis après, ils viennent se faire un bilan, puis on leur demande un bilan, et puis ils retournent avant qu'on ait les résultats. Et il est arrivé dans un état catastrophique, pratiquement historique, il n'y a pas si longtemps. C'était dans les années 2008, et on n'a pas pu le rattraper. Il avait 28 000 plaquettes, une énorme rate, et en plus, il avait une cardiopathie valvulaire, et on lui a fait 2 perfs de Cérézaï, mais on s'est demandé même pourquoi on les avait fait. Un patient de 68 ans qui a une maladie de Parkinson, et très sévère, alors que le gaucher était très modéré, non symptomatique, d'accord? Et ce patient, on n'avait pas traité pour son gaucher. Il a eu 1 mois de miglusta qu'on a arrêté, il y avait plus d'effets secondaires. Et un patient, ce patient de 53 ans, avec l'hématome de la cuisse, qui est décédé et qui avait toujours refusé le traitement. Et c'est un cas historique avec un hépatocarcinome, un HTAP, la ferritine à 3000, enfin il avait tous les marqueurs qui pétaient les tubes. Et enfin, la dernière diapositive, eh bien là, c'est les causes de mortalité. Alors c'est un petit peu petit, mais je pense que c'est la diapositive la plus intéressante. Donc on voit que les causes du décès chez les patients traités, avec l'âge du décès, la plupart étaient suivis, avaient un traitement, vous voyez la durée du traitement, 7 ans, 12 ans, 2 ans, 5 ans, 11 ans. HTAP, donc je pense que les patients qui ont une HTAP, eh bien, on n'arrive souvent pas à le faire régresser. Démence à corps de Lévy, hépatocarcinome sur cirrhose, un cas de cancer de l'ovaire chez une patiente splénectomisée, un sarcome de l'utérus sur une lésion qui était active de maladie de Gaucher, 2 cas d'hémopathie maligne, un sepsis sévère, une cardiopathie ischémique et une hémorragie cérébrale.
Les autres, on a parfois des arrêts prolongés de traitement, des chambres implantables, on a 3 patients, beaucoup de patients sont à domicile, un patient s'auto-perfuse et dans le cadre du centre de référence, on travaille bien avec l'équipe de Trousseau. On a un seul cas d'hypersensibilité très importante. Il était vraiment très mal, très rouge, comme une écrevisse, à la vélaglucérase et au cérézyme, avec des anticorps pour les 2 médicaments. On n'a jamais pu reprendre de traitement et ce patient fait partie des décédés. Puis il faut savoir que la plupart des patients ont eu beaucoup de traitements du Véla, de la cérédase, de l'imiglucérase. Il y a beaucoup de switch, surtout pendant la pénurie. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que 2 jumeaux peuvent avoir des évolutions complètement différentes. On a un jumeau ils sont complètement homozygotes, qui n'a aucune manifestation osseuse, sauf en IRM, et on a un autre jumeau qui a des manifestations osseuses très importantes. Et ça, c'est le patient qui est décédé avec l'hématome de la cuisse. Donc en conclusion, avant de passer les paroles à Agathe, on voit qu'il y a une hétérogénéité de la maladie, que quand même Parkinson, HTAP, syndrome anxio-dépressif, alors dans la littérature tu me diras, myélome on n'en a pas, et néoplasie, cette patiente était splénectomisée. Merci. Alors, on va reprendre les différentes questions et je vous donnerai les réponses que j'ai trouvées dans la littérature. Je pense que c'est important de ne pas perdre de vue que dans la littérature, il y a des études, il y a des publications des différents registres, que pour chaque registre, il y a des durées de suivi vraiment très différentes d'un patient à l'autre, avec des traitements différents, des patients traités, des patients non traités, des patients splénectomisés, d'autres non. Et que du coup, c'est quand même des populations qui sont assez hétérogènes. Et je pense qu'il faut rester très modeste sur les conclusions qu'on peut faire. Mais en tout cas, voilà, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, quelle est la survie globale des patients atteints de maladie de Gaucher ? Vous avez bien répondu parce que ce qui ressort dans la littérature, c'est qu'ils ont une espérance de vie moyenne qui est réduite de 9 ans par rapport à la population normale. Et ça, c'est la publication de Weinreb sur le registre américain, donc population américaine, de patients ayant une maladie de Gaucher. Alors, on va parler beaucoup des patients ayant des maladies de Gaucher de type 1. On ne parlera pas des types 2 et quasiment pas des types 3, surtout qu'il va y avoir une communication là-dessus après. Donc, c'est les patients Gaucher type 1. Globalement, l'âge moyen de décès est de 68 ans, alors qu'il est de 77 ans dans la population américaine générale. Et si les patients sont splénectomisés, ils décèdent plus tôt à l'âge de 64 ans. En moyenne, alors que dans le registre, les patients Gaucher type 1 non splénectomisés avaient une espérance de vie de 72 ans. Vous voyez ? Donc, c'est un facteur de risque et la splénectomie en est un deuxième. Et de quoi mouraient ces patients ? Ces patients mouraient de cancer, de maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. On en dira un petit mot tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des différences en fonction du génotype ? C'est très très difficile de répondre à la question, puisque comme je vous l'ai dit, les registres prennent en compte un peu tous les patients. Ces données-là ne sont pas toujours très bien enregistrées. La seule chose qui ressort de façon assez formelle, c'est qu'effectivement, le génotype homozygote N370S est quand même une forme qui est moins sévère, à présentation essentiellement osseuse, que globalement, ils ont des atteintes osseuses, mais ce n'est pas ceux qui font le plus d'ostéonécrose. Et par contre, il semblerait qu'ils fassent un peu plus de lymphome B que les autres. Les patients hétérozygotes pour la mutation N370S ont un risque d'ostéonécrose et de fracture un peu plus élevé. Et puis après, il y a les phénotypes liés aux formes neurologiques qui sont le L444P et le N409H, où là, les pronostics sont très différents. Mais voilà ce qu'on peut dire. C'est, en gros, l'homozygote N370S est un peu moins grave. Il n'y a pas de données dans la littérature sur les causes de décès des patients qui comparent les cohortes de patients traités ou non traités. Donc ça, on ne peut pas dire. Ce qu'on peut dire au vu des différentes cohortes, c'est que dans l'étude de Weinreb, il y a 102 décès examinés chez les patients Gaucher type 1, dont 63 causes sont analysables, et que sur ces 63 causes, ce qui ressort avec une incidence un peu plus élevée, c'est les cancers, puisqu'il y en a 17 sur 63, des morts par décès cardiovasculaires et neurovasculaires. Alors, cardiovasculaires, c'était surtout des HTAP, ou des syndromes hépatopulmonaires, et pas tellement des maladies cardiaques, mais il y a aussi des maladies cardiaques qui peut-être n'ont absolument rien à voir avec la maladie de Gaucher. Et dans la maladie neurovasculaire, c'était surtout des problèmes hémorragiques, neurologiques centraux, comme on peut les voir chez les patients non traités.
Ce qui est intéressant, c'est que, au vu de cette étude, les conclusions de l'auteur, c'est que en fait, les décès par cancer n'affectent pas la durée de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ils font plus de cancer, en tout cas plus de myélome, mais ils le font au même âge que la population générale. Voilà, ils ne font pas de cancer plus tôt que les autres. C'est ça que ça veut dire. Et dans cette cohorte-là, 90% des patients étaient sous traitement, avec un âge moyen de décès de 61 ans. Quand on regarde le registre français, publié en 2012 par Jérôme, les patients ayant des maladies de Gaucher type 1, donc 20 décès sur une cohorte de 378 patients. Les 2/3 des patients étaient sous traitement. Et on avait 11 décès avec un âge moyen de 64 ans. Donc ça colle à ce qu'on voit aux États-Unis. Et puis, ce qui sortait le plus, c'était lymphome, 2 patients avec des lymphomes, 3 Parkinson, un myélome, un ostéosarcome, 2 complications de thrombopénie et 2 HTAP. Donc des choses qui, somme toute, sont assez classiques. Et le registre espagnol publié par Geraldo en 2012 dit à peu près la même chose. Donc la plupart des patients sont sous traitement. 28 décès analysables avec un âge moyen de 60 ans. Des myélomes, des lymphomes, un adénocarcinome hépatique. Et puis le reste, c'était mélanome, cancer du côlon, cancer gastrique, 5 HTAP. Et puis des défaillances hépatiques, des maladies de Parkinson et des septicémies. Je suis désolée, c'est pas terrible. Alors, là, on revient sur une publication de Weinreb de 2016 qui est intéressante parce qu'il s'est intéressé à une cohorte de patients décédés entre 1950 et 2008. C'est une étude rétrospective, évidemment, basée sur le registre américain. Ils ont été recherchés pour tous les patients décédés les certificats de décès pour voir quelles étaient la cause. Donc, c'est les patients qui sont naïfs de traitement. C'était avant l'enzymothérapie, c'est ça qui est intéressant. Donc, l'âge moyen de décès, 62 ans chez les patients splénectomisés, 72 chez les non splénectomisés. Donc, vous voyez qu'on retombe dans la même fourchette de tranche d'âge que ce que disent les registres des patients globalement traités. Et on trouve une incidence supérieure pour les néoplasies malignes. Donc, là encore, on colle toujours à la vie des patients gauchers actuels. Ce qui est intéressant, donc on voit maladie chronique et hépatique et cirrhose, c'est pas étonnant, surtout qu'il n'y avait pas de traitement, donc ils mouraient de cirrhose, on sait que les atteintes hépatiques sont sévères, et de septicémie, c'est pas surprenant non plus. Et puis par contre, ce qui est étonnant, c'est la proportion de suicides et d'overdoses comme responsables de décès. Bon, alors, c'est des patients décédés entre 50 et 2008, dont un certain nombre ont vécu 2 guerres, etc. Donc, il y a sûrement peut-être des causes annexes. Mais bon, néanmoins, là, il y a des suicides et de l'overdose, alors que dans les études de registre, on n'en parle jamais. Donc, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas d'overdose. Il y a des patients qui sont drogués quand même, mais voilà. On peut s'interroger peut-être sur le bénéfice du traitement et de la prise en charge sur la diminution de ces problèmes-là. Voilà. Et puis, dans les causes de décès précoces, on voit des choses pas surprenantes chez les patients non traités, donc des hémorragies, des hypertensions artérielles pulmonaires, etc. Donc, la morale de l'histoire, c'est que globalement, quand on regarde les différents registres, les résultats sont similaires, avec des patients qui décèdent dans une fourchette de 60 à 65 ans, plutôt chez les patients splénectomisés que les non splénectomisés, et que globalement, ils meurent de myélome, de cancer, et de Parkinson et d'HTAP. Alors, quelle est la morbidité liée aux complications tardives de la maladie? Alors là, j'ai dû faire des petits choix parce que le sujet est très vaste. Je vais passer assez vite sur les atteintes osseuses. Bon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que globalement, le risque de fracture vertébrale a l'air lié à l'ostéopénie sur le Z-score lombaire. C'est-à-dire que s'il y a un Z-score lombaire qui est inférieur à -1, il y a un odds ratio de 5,55, ce qui est relativement élevé. On ne peut rien dire pour les ostéonécroses avasculaires de hanche ou d'humérus. Et par contre, ce qui sort dans les études, c'est que les ostéonécroses avasculaires sont quand même plus fréquentes s'il y a une splénectomie ou une anémie. Complications tardives de la maladie, le cancer en numéro 1. Donc il y a tout un tas d'études qui disent tous la même chose, avec quand même des risques relatifs qui sont assez impressionnants, mais qui varient de 1 à 70, vous voyez dans l'étude de Carla Ola, qui est une grosse méta-analyse de la littérature, avec un risque de myélome de 25 à 51, ce qui est énorme, d'hémopathie maligne qui est aussi important, et puis on retrouve l'hépatocarcinome et le carcinome rénal. Une étude de Mistry 2013 qui retrouve en numéro 1 le myélome avec un risque relatif de 37,
Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'il essayait de voir s'il y avait des liens entre la sévérité de la maladie, avec les indices de sévérité, et les risques de cancer. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas les maladies les plus graves qui font les cancers. Il y a par contre un excès de patients splénectomisés dans le groupe cancer. Donc il y a peut-être un lien entre splénectomie et cancer. Et il ne semble pas que l'enzymothérapie diminue le risque relatif de cancer. Et il semblerait, alors là j'ai trouvé un papier de Mistry qui dit que le risque est plus élevé, le risque de myélome plus élevé de cancer chez les homozygotes N370S. Vous voyez qui, une fois de plus, ne sont pas les plus sévères. Alors, la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lévy, juste un petit point, je ne suis pas la spécialiste, mais en fait, ce qui se dit maintenant, c'est que en fait, le risque, il est lié vraiment à la mutation génétique du gène GBA, que les patients soient hétérozygotes ou homozygotes, et ça c'est important, par rapport à la population générale. Et quand on va rechercher ces anomalies génétiques, on les trouve dans une population de 35 patients avec une démence à corps de Lévy. On trouve une incidence de 31% de ces mutations. Ça, c'est quand même, je trouve, assez impressionnant. La tendance qui se dégage, c'est que quand même, les formes de démence sont plus précoces et plus sévères chez les patients qui sont porteurs de mutations du GBA. Et quand on prend une population de malades ayant une maladie de Parkinson, on trouve une incidence de la mutation de 5 à 10% des patients avec des formes plus précoces, souvent des formes familiales, et ils ont des présentations qui sont peut-être moins motrices que les autres, avec des atteintes digestives, etc., des signes plutôt extramoteurs. Le risque est indépendant du phénotype, donc une fois de plus, ce ne sont pas les patients les plus sévères qui font des Parkinson. Et puis, ça a été étudié par Weinreb dans le registre américain, patient gaucher type 1. Il trouve un risque multiplié par 6 à 17 par rapport à la population générale, et ça fait une incidence de 5 à 7% avant 70 ans, et qui est plus élevée après 80 ans, de 9 à 12%. Alors, les autres complications tardives de la maladie, les atteintes cardiovasculaires, on dit beaucoup qu'ils meurent de maladies cardiovasculaires, mais en fait, quand on regarde la littérature, à part l'HTAP, pas tant que ça. Donc, ce qui est clair, c'est hypertension artérielle pulmonaire et syndrome hépatopulmonaire, qui quelquefois vont ensemble. Donc, c'est surtout dans les types 1, avec une belle série de 14 patients avec des HTAP primitives, donc 4 syndromes hépatopulmonaires, publiés par Lowe en 2011, essentiellement des femmes, plus que les hommes, avec des mutations hétéroallogéniques N370S, un âge moyen de 36 ans, donc pas des hypertensions artérielles pulmonaires très précoces, et tous les patients étaient splénectomisés. Ça, c'est quand même avec des splénectomies à l'âge moyen de 12 ans, donc splénectomisés depuis longtemps. Des scores de sévérité variables, sauf dans les syndromes hépatopulmonaires où vous avez des scores élevés. Et puis, quand on recherchait les mutations du gène BMPR2 qui est associé à l'HTAP, on le retrouvait dans 3 des 7 patients. Donc, peut-être un rôle associé d'autres mutations. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'un certain nombre de patients s'amélioraient sous enzymothérapie associés à des traitements spécifiques de l'HTAP, alors qu'on sait que dans les HTAP primitifs, quand même, les traitements spécifiques vasodilatateurs ne sont pas extraordinaires, avec des patients chez qui l'HTAP disparaissait. Alors je précise, ils avaient tous eu des cathétérismes. Hein. Ce n'est pas un effet de l'échographie cardiaque. Et ça, je pense que quand même, c'est important de le mentionner. Je passe sur les infections parce qu'il n'y a pas de scoop. Et puis juste un petit mot des atteintes digestives, parce que les lithiases vésiculaires, c'est en fait assez fréquent chez ces patients-là. C'est les calculs de cholestérol. Et donc ça, c'est publié dans deux belles études. Donc c'est un tiers à 50% des patients, plutôt des femmes, plutôt des patients âgés, des gens en surpoids. Ça semble être lié à la splénectomie. Et puis, c'est des patients qui avaient des taux de LDL cholestérol et triglycérides plus élevés que la population gaucher en général, puisque la population gaucher ont plutôt un taux de cholestérol assez bas. Les adénopathies mésentériques, c'est des formes un peu historiques chez les enfants, notamment les types 3. Et puis, j'avais mis une diapo sur les atteintes métaboliques, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que c'est vraiment en cours d'exploration actuellement. Des choses dont vous avez entendu parler, l'insulinorésistance, les dyslipidémies. Il y a quelque chose qui est net, c'est qu'ils prennent du poids sous enzymothérapie. Et puis, juste si Marc me laisse le temps, un petit mot sur les effets du traitement, et notamment de la splénectomie, juste pour dire que c'est un facteur de risque d'ostéonécrose, de cancer, d'hypertension artérielle pulmonaire et de syndrome hépatopulmonaire.
c'est aussi un risque infectieux et c'est corrélé au lithiase de cholestérol, avec des espérances de vie réduites chez les patients splénectomisés par rapport aux autres. Voilà. Bon, je m'arrête là. Le reste, c'est pas... Et je vous invite à résoudre les questions à venir pour les experts. L'âge diagnostique est-il un facteur de morbimortalité? Ça, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas si d'être diagnostiqué à 3 ans, ça présage d'un plus mauvais pronostic qu'à 50 ans. On pourrait penser que oui, mais pas forcément. L'âge des symptômes, est-ce que c'est des... Voilà. Est-ce qu'ils ont des phénotypes plus sévères, mais ils vont être traités peut-être aussi plus tôt? Et puis, le traitement a-t-il une influence sur la mortalité? Il semble que non. Sur la morbidité, peut-être. Sur la mortalité, non. Et comment? Voilà.